Quentin, on est jeudi midi, petit point technique. Rapidement, je vais commencer par expliquer ce qu'on essaye de construire. Globalement, c'est pas une vidéo où je vous dis qu'il manque, où je fais pas d'assertion sur le nombre de respirateurs, de machin, etc. C'est pas mon problème, je sais pas où est-ce qu'on en est, je connais pas les chiffres, c'est pas ma situation. Moi, je vais vous parler d'une situation qui est très simple. Il y a des endroits dans le monde, et je sais pas où on manquera de respirateurs. Pourquoi ? Parce que quand les gens attrapent le coronavirus, chez beaucoup de gens, ça va donner une grosse grippe. Chez d'autres gens, ça va donner rien du tout. Et chez certaines personnes, un pourcentage variable de la population qui n'a pas encore été réellement quantifié, ça va donner des complications, surtout s'il y a ce qu'on appelle des comorbidités. Les comorbidités, c'est des problèmes, l'obésité, des syndromes respiratoires préalables, la vieillesse, whatever. Syndrome de détresse respiratoire aiguë, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les poumons se mettent à merder. Il y a plein de façons d'avoir des problèmes de poumons. Je ne suis pas pneumologue. Je vais essayer de vous vulgariser des choses dont je ne comprenais rien la semaine dernière. Donc j'essaie d'être clair dans mes explications pour vous expliquer ce qu'on essaye de construire. Les poumons, dans le cas du Covid, ce qui peut se passer, c'est qu'ils vont devenir ce qu'ils appellent peu compliants. C'est-à-dire qu'ils vont se rigidifier, ils vont devenir très douloureux, il va y avoir des sécrétions, ils sont attaqués en fait par la maladie, et donc du coup ils vont moins transmettre l'O2. C'est-à-dire que le poumon, c'est l'endroit où l'O2, donc l'oxygène qui est contenu dans l'air, va être absorbé par l'hémoglobine du sang. Et en fait, avec les sécrétions, etc., ça devient compliqué d'être capable de gérer ça. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va devoir essayer d'amener plus d'O2. Donc la première chose, c'est qu'au lieu de faire respirer aux gens juste de l'air, on leur fait respirer de l'air mélangé à de l'O2, c'est-à-dire qu'on ajoute plus d'O2. Mais surtout, en fait, comme la cage thoracique, etc., ça va devenir compliqué de respirer, à un moment, on peut être pris la décision sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë de mettre les gens sous ce qu'on appelle ventilation mécanique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens vont être curarisés. Donc curarisé, c'est un anesthésiant fort, et ça anesthésie le diaphragme. Le diaphragme va arrêter de fonctionner. Et donc on va devoir respirer à la place des gens avec une ventilation mécanique qui va être créée. La ventilation mécanique, ça fonctionne comment? Vous allez insuffler de l'air à une certaine pression à l'intérieur des poumons et vous allez le retirer en permanence. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est uniquement quelque chose qui traite les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut respecter une courbe qui fait globalement ça. C'est-à-dire que si là, vous avez la pression et là, vous avez le temps, les gens inspirent. Donc là, ils inspirent. On a ce qu'on appelle la pression de crête ici. Ensuite, la respiration que vous aspirez, vous bloquez. On va descendre à ce qu'on appelle une pression de plateau. Et ensuite, vous soufflez. Quand vous soufflez normalement, vous videz vos poumons. Sauf que là, dans le cas présent, on ne peut pas vider les poumons, parce que si on vide totalement les poumons, vous allez avoir toutes les sécrétions, etc. Ça va se coller, ça va se collapser, vous allez être obligé de souffler comme des barbares derrière pour les réouvrir. Et ça, en très peu de temps, vous allez abîmer les poumons, il ne faut pas le faire. Donc du coup, on garde ce qu'on appelle ici une PEP, une pression expiratoire positive. Pour faire ça, il y a deux modèles de ventilateurs. Il faut être capable soit de maîtriser le volume que vous injectez dans les poumons, et très précisément au millilitre près, soit être capable de maîtriser très précisément la pression que vous exercez dessus pour être capable de suivre cette courbe-là. Nous, on est parti sur un modèle à pression contrôlée parce que ça demande, les contraintes mécaniques d'une ventilation contrôlée sont très compliquées. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tester la ventilation et mesurer ce qu'on ventile, ça veut juste dire que c'est compliqué de faire ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ce que vous avez pu voir ailleurs sur Internet, c'est-à-dire les ambubags mécanisés. C'est parce que ça ne permet pas de savoir la pression et la mesure claire qu'on vient faire. Et surtout, ça génère à un moment une pression négative qu'on ne veut surtout pas générer au niveau des poumons, parce que du coup, ça les collapserait et ça tuerait les gens. Un truc qui est très important, c'est que les appareils qu'on produit, il faut les tester, il faut être sûr de son coût, parce qu'un patient va être connecté plusieurs jours, plusieurs semaines à ce ventilateur-là. Donc il faut être à peu près sûr de son coût, et il faut en faire un appareil plus ou moins médical. Donc pour ça, il faut avoir des certifications, il faut travailler avec des établissements médicaux, et ça va très loin. Il faut savoir quels sont les matériaux qu'on met en jeu, parce que sinon on a des problèmes sur la matériau-vigilance, parce que quand vous faites un plastique, pendant plusieurs mois derrière, il va légèrement dégazer. Le truc, c'est que quand vous avez un crayon qui dégaze légèrement dans votre poids crayon, vous vous en rendez pas compte, ça rentre dans le gaz de votre pièce. Quand vous avez
le plastique avec lequel on va vous faire respirer, qui dégaze légèrement, ça veut dire qu'on vous l'envoie dans les poumons et c'est pas du tout acceptable, ou alors dans des quantités qui sont extrêmement normées. Donc en fait, on travaille sur comment on va pouvoir créer un appareil capable de fonctionner. Le design qu'on a est très clair, et encore une fois, tout est open source, tout est clair, donc tout est sur notre GitHub, vous pouvez aller le lire. C'est un design où fonctionnellement, vous avez ce qu'on appelle un blower, c'est-à-dire un truc qui va générer une pression et un volume d'air. Ça, c'est une turbine, si vous préférez. La turbine, elle pousse en permanence et on a des valves, on a plusieurs valves et on est en train de terminer des schémas pneumatiques un peu précis ici qui nous permettent de contrôler la pression qu'on envoie à Michel. Ça, c'est Michel. On a plusieurs designs de valves qu'on est en train de valider. On peut voir en fait un peu ici ce qu'on a comme design de valve. Là, c'est des servomoteurs en fait qu'on met sous contrainte parce que on a besoin de voir en combien de temps on brûle ces pauvres bêtes. Là, vous avez l'ensemble du parc en train de réfléchir. Ça, c'est l'appareil qui va nous permettre de tester si ce qu'on fait c'est bien. Un ASF 5000. C'est l'appareil qui permet de calibrer un ventilateur mécanique industriel. Donc en fait c'est avec ça que globalement on envoie on branche notre système dedans et en fait ça se comporte comme un poumon, sauf que ça nous donne tous les chiffres. Et si ça passe, ça veut dire qu'on peut commencer à aller vers des tests précoces. La seconde chose qui est importante, c'est qu'on a plusieurs designs de valves en cours de création, on a plusieurs designs de blowers. En fait, on bosse avec plein de boîtes en même temps pour essayer de résoudre l'ensemble des problèmes. Et on ne dit pas qu'il n'y a pas de meilleure solution à chacun des problèmes qu'on résout. D'abord, on est preneur de bonnes idées, c'est pour ça que tout est sur GitHub. Mais surtout, il faut voir qu'aujourd'hui, on privilégie l'ensemble des solutions sur un seul paramètre, le temps. Parce qu'il faut qu'on soit capable de concevoir rapidement cette solution-là et de délivrer rapidement une production importante si on veut que ça ait du sens. Essayez de vous donner un aperçu de comment fonctionne notre système. Dites-vous que c'est simple de faire un système simple. Là, par exemple, vous voyez, c'est un câblage en Arduino avec du moteur du commun. C'est très cool, sauf qu'en fait, quand vous le faites tourner 2 heures, il se met à merder. Il y a ce qu'on appelle une dérive temporelle qui se met en place. Et en fait, c'est pas fiable. Vous ne pouvez pas brancher quelqu'un là-dessus. Parce qu'en fait, vous allez le tuer si vous faites ça. Du coup, on a changé notre politique là-dessus. On bosse avec ST Microélectronique, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On travaille avec des cartes comme ça, qui sont des cartes qui sont beaucoup plus industrielles. Vous voyez bien, quand on la tient dans les mains, il n'y a pas photo. Et ces cartes-là, en fait, ont moins de problèmes de bruit. C'est-à-dire que les capteurs que vous mettez là, c'est des capteurs électroniques. Comme c'est du voltage, à chaque fois que vous avez des pistes qui sont trop proches, la lecture de votre capteur, elle va être perturbée par ce qui peut se passer d'autre. C'est-à-dire que les ordres passés au servomoteur vont changer la lecture que vous avez du capteur. Il faut qu'on soit capable d'être sûr qu'on isole intégralement le capteur du reste. Et en fait, c'est tous ces tests-là qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que là, je n'ai pas de démo grandiose à vous montrer parce qu'en fait, pour l'instant, on est en train de fiabiliser toutes ces places-là. Et si on ne le fait pas, en fait, on a un problème. Avant de partir, je tiens encore à remercier l'ensemble du collectif qui s'est mobilisé. On a des entreprises, que ce soit, je parle des entreprises et des institutions. Les entreprises, ça va être les premières boîtes qui sont créées, enfin les fondateurs c'est du Clever Cloud, c'est du Crisp Swat, on est des ingénieurs software, ça peut paraître étonnant mais on était là pour ça. Mais ensuite, c'est des boîtes comme Sensix qui nous prêtent des électriciens, des électroniciens, c'est des boîtes comme Tronico, qui n'est pas une boîte très grand public mais c'est une boîte d'électronique sérieuse, Tronico. Non seulement ils mobilisent leur stock, ils mobilisent leur matériel, ils mobilisent leurs employés qui sont full-time. Enfin, les ingénieurs de Tronico, ils sont en ce moment sur un régime à 19 heures par jour. Enfin, on n'est plus du tout sur le droit du travail. On a les gens de Michelin qui sont mobilisés, on a les gens de ST Microélectronique qui sont mobilisés. Je ne vais pas réussir à tous les citer de tête parce qu'on a 150 personnes qui sont à l'intérieur du système. On a également toute la partie réglementaire. Les gens de Diabète Loop se sont mobilisés très fortement. Des gens de Quant se sont mobilisés pour nous aider à écrire leurs pierres. Des gens du Palace, parce qu'on a élu domicile au Palace. C'est le directeur du Palace qui gère notre com entre autres. On a des gens d'OVH aussi qui sont mobilisés. On a des gens d'A56 qui se sont mobilisés. Et plus encore, au-delà d'avoir tous ces industriels-là qui sont à la fois des petits ou des très gros industriels qui aujourd'hui se mobilisent pour nous aider, on a des institutions. En premier lieu, et depuis le Day One, c'est le CHU de Nantes, parce que Pierre-Antoine est là depuis le début, qui s'est mobilisé pour nous aider avec l'Université de Nantes. Ensuite,
c'est d'autres CHU, et là tous les praticiens qui nous ont aidés, que ce soit la PHP, que ce soit Brest, que ce soit certains praticiens qui étaient déjà sous Covid, qui étaient confinés et qui du coup ont pu nous aider à nous renseigner sur comment il fallait faire, mais également d'autres institutions comme le CEA, qui aujourd'hui, c'est le CEA qui nous mobilise ce matériel-là. C'est grâce à l'ensemble de ce collectif qui est une sorte de consortium improbable qu'on peut aujourd'hui vous dire qu'on est en train de travailler sur une solution sérieuse et performante pour régler ce problème. Merci à tous et on est disponible pour vos questions.